Bonjour à tous, donc avec la FAQ permanente que j'ai décidé de mettre en place sur cette chaîne, où en fait je vais répondre en développant à la plupart des questions ou remarques, commentaires qui ont été faites sous les vidéos que j'ai pu publier jusqu'à maintenant. Ça permet notamment aux gens qui s'intéressent principalement au catch, vu que mes contenus récents sont sur le MMA, de poser des questions là-dessus, et puis évidemment de répondre à toutes les questions sur les contenus MMA que j'ai publiés ces derniers temps. Voilà, voilà. Donc là, vu que ça fait longtemps, j'en ai pas mal des questions, donc je vais essayer quand même de développer, parce que c'est le but, c'est de faire des vidéos pour développer les réponses, plutôt que mettre un commentaire en dessous des vidéos rapides. Donc voilà, j'en ai pas mal. Alors je commence tout de suite par les questions de Sanity. Il me dit, donc j'avais discuté avec des fans de MMA qui disaient que même pour des gros connaisseurs, l'UFC Fight Pass proposait un contenu trop peu intéressant, surtout pour des néophytes. D'ailleurs, j'ai vu que sur la chaîne YouTube de l'UFC, à l'occasion de leurs 25 ans, ils proposaient un grand nombre de vidéos en format de reportage sur différents sujets de l'histoire de l'UFC qui ont l'air assez passionnants. Contenu d'ailleurs qui provient de l'UFC Fight Pass, mais que l'UFC met gratuitement en plus à dispo. Alors, je vais répondre assez simplement à ça. Je considère que je vois pas comment on peut dire que l'UFC Fight Pass n'est pas intéressant, et en particulier pour un néophyte. Puisque, pour présenter un peu, j'ai pas d'affiliation avec l'UFC, je fais leur pub gratuitement là. En gros, sur l'UFC Fight Pass, vous retrouvez pour un prix relativement modique, je crois que c'est 9 € par mois, vous avez l'intégralité des combats de l'UFC, l'intégralité des combats du Pride, l'intégralité des combats de Strikeforce, l'intégralité des combats de la WEC par exemple, plus quelques matchs de la Shooto, de Pancras, de trucs, voilà, il y a d'autres trucs. Vous avez aussi énormément de kickboxing, et le top niveau, vous avez énormément de grappling, et le top niveau du monde actuel. En fait, le seul bémol, c'est que quand vous êtes abonné, vous n'avez pas accès au dernier pay-per-view de l'UFC gratuitement. Il faut le payer. Moi, ce que je fais, c'est que perso, je le télécharge. Mais voilà. C'est-à-dire que on pourrait penser que parce qu'on est abonné, on devrait avoir accès au pay-per-view, pouvoir voir le live stream du pay-per-view. Et non, ça reste un pay-per-view, donc il faut le payer pour voir, littéralement, en plus. Voilà, c'est le seul bémol. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant en plus pour les néophytes, au-delà que le contenu est... Voilà, c'est quasi l'intégralité, il manque juste Bellator en gros, et puis voilà, quoi. Et puis l'intégralité de Shooto et de Pancras, à la limite, si on voulait vraiment pousser. Mais il manque quasiment rien. Si vous voulez vraiment avoir une hégémonie sur tous les arts martiaux, tous les sports de combat, il leur manquerait la boxe, à la limite. Ils n'ont pas de boxe, ils n'ont pas les matchs, que ce soit la légende de la boxe, Mike Tyson, Mohamed Ali, ce que tu veux, Joe Frazier, ce que tu veux. Ils n'ont pas ça, et ils n'ont pas non plus la boxe actuelle. Bon, ça d'accord. Mais sinon, il y a tout. Il y a tout pour les sports de combat. Et pour les néophytes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de vidéos en tout genre, qui présentent les combattants, qui présentent, comme tu viens d'en parler, pour les 25 ans, ils ont fait des reportages un petit peu sur les 25 ans de l'UFC sous un certain angle. Genre autour d'une ceinture, autour d'un combattant, autour de chaos un peu fou, de trucs. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça, et d'ailleurs, ça, c'est plutôt un contenu pour les néophytes, parce que c'est tourné à l'américaine, un petit peu avec... au contraire d'arrondir les angles et de relativiser le truc, au contraire, ils rendent les angles particulièrement bruts, quoi, obtus, voilà. C'est-à-dire qu'ils font des grosses lignes et ils font des gros traits d'histoire qui vaut le coup ensuite d'aller justement affiner un petit peu et de se rendre compte que c'est pas aussi simple que ce qu'ils disent. Donc c'est tourné de cette façon-là. Ça reste des bons petits documentaires. J'en ai regardé que un. J'ai regardé celui sur Chuck Liddell. Enfin bref, j'en ai regardé un, je crois que j'en ai regardé qu'un, ou alors un j'avais recommencé, mais bref, c'est pas un contenu qui est spécialement intéressant quand tu connais déjà. Mais quand tu connais pas trop l'histoire, que tu regardes juste depuis 2-3 ans et que tu veux savoir tout ce qui s'est passé avant, là ça vaut le coup. Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de contenus, et moi, parmi les contenus que je trouve les plus intéressants pour les néophytes, et aussi pour les gens qui regardent beaucoup le MMA, ce sont les analyses. Alors, je me rappelle plus du nom de l'émission tout de suite là. Les analyses en fait avant les combats de Dan Hardy. En fait, il est avec un tableau interactif et il montre des extraits, il montre comment le combattant réussit à comprendre comment il va faire pour contrer telle technique ou des trucs comme ça. C'est hyper intéressant. Ça donne extrêmement envie de voir le combat pour voir justement parmi toutes les analyses lesquelles vont prendre le dessus sur quelles autres. C'est très pointu mais en même temps très très clair, très didactique. Et ça c'est un super contenu quand tu te dis tiens, je vais regarder un peu d'UFC. Il y a un pay-per-view ce week-end. Je connais pas forcément les combattants, je vais regarder 2-3 vidéos pour voir un peu ce que je peux voir sur ces combattants-là. Et puis les analyses de Dan Hardy notamment, quelques interviews, et puis voilà quoi. Il y a les conférences de presse, il y a tout ça qui est dispo facilement. En plus c'est très simple, parce que vous tapez le nom d'un UFC, vous avez tous les combats, enfin un événement, vous avez tous les combats de l'événement, plus toutes les conférences de presse avant match, après match de l'événement. Donc vraiment c'est facile d'accès, vous tapez pour un combattant, vous avez pareil la même chose.
tous les combats du combattant, plus toutes ses conférences de presse, plus tous ses interviews, les petites vidéos backstage, on voit s'entraîner, tout ça. C'est vraiment très pratique en fait. Et en plus le stream marche très bien, je trouve qu'il est très fluide et tout ça, c'est vraiment bien. Alors, je profite pour dire qu'il y a un truc moi qui me casse les couilles, et je suis sûr que tous les fans de MMA vont dire ah putain oui carrément, c'est que si vous regardez les anciens événements de l'UFC, ils mettent une musique par-dessus les musiques d'entrée parce qu'ils n'ont pas les droits, ou ils n'ont pas payé pour les droits, ou je sais pas. Et par exemple, t'as des combattants qui ont une musique d'entrée très spéciale. Moi je pense par exemple à Ken Velasquez, il rentre avec des trucs de mariachi mexicain. Et ils mettent par-dessus une musique métal. Et ça change le truc. Ou par exemple Junior Dos Santos, bah, c'est marrant parce que j'ai regardé Velasquez Dos Santos il n'y a pas longtemps, qui rentre avec la musique de Rocky et on lui met une musique métal standard par-dessus, c'est con. Et voilà, ça c'est très très frustrant. En plus, il y a des combattants qui rentrent avec des trucs que j'aime beaucoup. Par exemple, Nick Diaz qui rentre avec Deftones, et là à la place, t'as un truc de merde, ça casse les couilles. Donc, ça, c'est un truc qui est très frustrant. Pour moi, c'est le seul truc qui fait chier sur l'UFC Fight Pass. C'est quand même hyper mineur, mais voilà, ça me tient à cœur. Je continue avec les questions de Sanity. Il me dit en tant que néophyte, j'ai quelques questions sur le MMA, par exemple, concernant la pertinence des champions intérimaires et dont la mise en avant est parfois floue, je trouve. Alors, ça c'est un sujet qui est très intéressant, les titres intérimaires, parce que c'est vrai que ça paraît flou, et en fait ça ne l'est pas. Je crois vraiment que c'est quelque chose de très pertinent, qui peut être très bien mené, mais l'UFC a cédé plusieurs fois en fait à l'appel de l'argent, et a rendu ces titres-là flous à travers ça. Je vais commencer par donner un exemple ou deux, où la ceinture intérimaire a été amenée de façon logique, intéressante, et que ce qui s'est passé avec n'a rien eu de bizarre. Le premier exemple que je vais donner, c'est Renan Barão quand il est devenu champion intérimaire, parce que Dominick Cruz s'était blessé. Renan Barão, c'était vraiment le top niveau des bantamweight à l'époque, c'était en 2012. Et en fait, Dominick Cruz était blessé, et c'était une blessure grave, parce que c'était au ACL, alors je crois que c'est le ménisque, un truc comme ça, enfin en tout cas c'est une blessure au genou. Il savait qu'il n'allait pas revenir avant un petit moment. Du coup, en attendant qu'il revienne, ils font un match pour le titre intérimaire, c'est-à-dire littéralement le titre de champion en attendant que le champion soit là. Et le mec qui gagne le titre sera amené éventuellement à défendre cette ceinture en attendant que le champion revienne. Et c'est ce qu'a fait Barão. Il a gagné le titre contre Uriah Faber, je crois, pour devenir le champion intérimaire, je crois que c'était ce match-là. Il a défendu la ceinture au moins une fois, voire deux fois en tant que champion intérimaire avant qu'il soit promu champion tout court, parce que Dominick Cruz n'en revenait toujours pas, il a eu une deuxième blessure à peine revenue de sa première. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire. Et même si, d'ailleurs, Dominick Cruz n'avait plus rien, il a été déchu de son titre de champion, mais en même temps, quand tu n'as pas combattu depuis 2 ans, c'est normal. On se doutait que quand il allait revenir, il allait vite récupérer un match pour le titre. Donc voilà, ça n'enlève pas le truc de dire il est champion. Donc c'est pas gênant. Donc voilà, il y a eu plusieurs situations comme ça. Il y avait eu la même chose avec Arlovski, Frank Mir. Frank Mir avait eu un accident de moto, du coup ils avaient mis un nouveau champion, c'était Arlovski, etc. Il y en a eu plein des cas où voilà. Et puis il y a eu les quelques cas où l'UFC n'a pas fait ce qu'il devait faire. Le cas le plus connu, je pense, c'est celui qui a déclenché la merde dans la division, enfin dans l'idée des titres intérim. C'est le cas avec Brock Lesnar. Puisqu'en fait, il devait y avoir un match, je crois que c'était Frank Mir ou Nogueira, je ne sais plus lesquels des deux, contre Randy Couture pour le titre. Poids lourd. Couture s'est blessé. Du coup, il y a eu un titre intérim. De mémoire, c'était Nogueira. Ou je sais plus vraiment le truc. Enfin, je crois que Nogueira était champion intérim à un moment donné. Voilà, je vais vous le faire simple. Et que plutôt que de mettre Nogueira contre Randy Couture pour le titre poids lourd, normal, qui était détenu par Couture, ils ont fait Couture Brock Lesnar pour le titre poids lourd, et un mois après, Nogueira Frank Mir pour le titre intérim poids lourd. Et là tu dis c'est complètement con, pourquoi ils n'ont pas mis le champion intérim dans le titre poids lourd d'abord? Tu fais Frank Mir Brock Lesnar mettons après, et le vainqueur de ce match-là affrontera le vrai champion qui aura été unifié. C'était totalement débile, et les fans n'ont pas compris à l'époque, même si ça se comprend très bien, en fait ce qui s'est passé c'est très clair, hein, c'est que Brock Lesnar était méga beaucoup plus bankable que Nogueira, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'ils allaient faire beaucoup plus de vente de pay-per-view, de vente de merchandising, d'attirer l'attention des gens, etc. avec Brock Lesnar. Et ils se sont dépêchés de mettre Brock Lesnar pour le titre, quitte à laisser Nogueira sur la touche un petit peu. Voilà. C'est un peu bête, mais en même temps ça se comprend. Ça reste, même si ça se veut une organisation sportive, ça reste une entreprise qui cherche à faire des profits, qui cherche à grossir, et c'est toujours ça qui va être leur priorité. À partir du moment où ils ont des actionnaires, voilà.
enfin voilà, on peut trouver ça bête, on peut trouver ça dommage, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça se tient d'un point de vue logique, on comprend la logique. Alors il y a eu un autre cas qui s'est produit de la même manière avec McGregor, autre poule aux œufs d'or. McGregor est devenu champion poids léger en battant Eddie Alvarez en 2015, si je ne me trompe pas, ou 2016, je ne sais plus, j'ai un peu de mal dans les années là tout de suite. Bref, et comme après il est parti faire de la boxe, et que du coup on savait qu'il n'allait pas combattre en MMA d'ici son match de boxe contre Floyd Mayweather, et qu'il n'allait pas recombattre un mois après non plus, donc on savait qu'il allait être absent longtemps, ils ont créé un titre intérim. C'est Tony Ferguson qui a gagné le titre. Donc Tony Ferguson est devenu champion intérim, donc on se dit, voilà, quand McGregor reviendra, McGregor aura le match contre Ferguson, ou alors Ferguson deviendra le champion comme Barao d'ici là. Et en fait, Ferguson s'est blessé pour sa défense de titre intérim contre Nurmagomedov, qui avait été annoncé en plus comme étant le vainqueur de ce match allait devenir le vrai champion parce que l'UFC n'était pas très contente que McGregor aille faire de la boxe, donc ils se sont dit on va vite lui enlever le titre, alors qu'ils auraient pu attendre un petit peu parce que McGregor est revenu un an plus tard, tu me diras, c'est quand même long, mais à ce moment-là on ne le savait pas forcément. Et donc Ferguson se blesse, et plutôt qu'attendre que Ferguson revienne pour défendre ce titre intérim contre le vainqueur de Nurmagomedov à Quinta, ils ont mis le titre de champion poids léger, même pas intérim, dans ce match-là. Donc ça a été c'est très frustrant. Maintenant, on peut se dire, ok, mais en même temps, le mec il est blessé, même logique, on applique. Mais là où ça devient complètement débile, c'est que quand Ferguson est rétabli, enfin s'est retrouvé rétabli, au lieu de faire Nurmagomedov défendre le titre lightweight contre le champion intérim, ils ont mis McGregor. Voilà. Et c'est là que ça pose problème, parce qu'en fait, en plus, ils ont même attendu que McGregor revienne, parce que ça a duré longtemps cette affaire-là. Et je crois bien que Ferguson a combattu entre-temps. Il a dû affronter Pettis entre-temps, Anthony Pettis. Donc c'était complètement absurde. Le champion était dispo, le champion intérim était dispo, mais non, on va attendre McGregor. Pourquoi ? Parce que au niveau économique, c'était beaucoup plus intéressant d'attendre McGregor, c'est tout. Donc c'est toujours cette logique. En fait, et ça va être valable pour la question que tu me poses après sur les rankings, les choses sont claires et pas floues, sauf quand il y a un enjeu économique très 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 fort, où là, toute logique explose, en fait. Alors justement, tu me dis après, je trouve que c'est flou aussi la manière dont les classements sont effectués et comment un aspirant à un combat est désigné. Est-ce mon côté trop néophyte dans le MMA qui me fait penser ça, ou alors est-ce un flou pour toi aussi ? En fait, là aussi, c'est pas flou du tout. Ça se passe de façon assez sportive. Voilà, 90% du temps. C'est-à-dire qu'ils mettent comme prétendant au titre soit le numéro 1 au classement des aspirants, soit le numéro 2 ou le numéro 3 si le numéro 1 il a déjà échoué ou qu'il est blessé ou autre. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est ce qu'ils font. Par exemple, si on considère que Tyron Woodley est le numéro 1 des prétendants au titre welterweight actuellement, et que Colby Covington est le numéro 2, ben, ils ont été battus tous les deux par Ousmane récemment, donc logiquement, ils vont aller chercher le numéro 3 ou le numéro 4. Et là encore, ça devient pas flou du tout, ça devient flou, par contre, et c'est plus clair du tout, quand il y a un enjeu économique. Et là, par exemple, si McGregor obtient le match pour le titre contre Ousmane et court-circuite par exemple un Masvidal ou un Leon Edwards, on peut considérer que là, ça devient flou. Parce qu'on se dit, bah attends, en quoi battre Cerrone te donne un titre pour le titre welterweight, alors qu'il y a 7 ou 8 combattants devant Cerrone dans le classement welterweight aujourd'hui, facile. Voilà, donc même problème, en fait c'est pas flou, sauf quand il y a des cas particuliers comme Brock Lesnar, Conor McGregor, je sais pas moi, Ronda Rousey. Si une fille comme ça revenait, tu peux douter que direct elle va avoir son match, parce que voilà, mine de rien, ils n'ont pas tant de grosses stars que ça. Après là pour le titre welterweight, pour dire, Masvidal a un rayonnement de star power économique pas si éloigné de celui de McGregor aujourd'hui. Je pense qu'ils vont prendre, si ça doit se produire, quelque chose qui a à la fois cet enjeu économique et le côté bankable. S'ils peuvent faire les deux en même temps, ils préfèrent. Mais enfin, voilà, le truc qu'il faut comprendre, c'est ça. Bon, je continue avec les questions. Il reste une dernière question de Sanity. Penses-tu qu'il est intéressant que je suive d'autres fédérations de MMA que l'UFC actuellement ? Donc il dit en tant que néophyte. Je réponds très clairement non. C'est pas que c'est pas intéressant de regarder les autres organisations, mais quand tu es un néophyte, tu veux voir la crème de la crème, tu veux voir les stars. Elles sont toutes à l'UFC, à une ou deux exceptions près. Pour moi, je dis une ou deux, il y en a une qui est claire, c'est Demetrius Johnson, qui est le meilleur flyweight au monde aujourd'hui, et il est à la ONE FC. L'autre, c'est Douglas Lima, qui est quand même un vraiment super champion welterweight à Bellator, et ça serait dommage de ne pas aller voir ce combattant-là. Maintenant,
dans l'idée, hors exception, les autres organisations sont un peu la deuxième division et l'UFC c'est l'élite. Même si évidemment un mec qui combat à l'UFC classé 15 ou 20e d'une division il est sûrement moins bon que le champion de Bellator ou de Rising ou de One FC, probablement, mais j'ai envie de dire un néophyte de toute façon ne va pas aller regarder ces combattants-là, il ne va pas aller regarder les combats de la carte préliminaire d'un Fight Night, on s'en doute. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à aller voir au-delà de l'UFC pour un néophyte. Je crois que l'idéal pour un néophyte, ça va être soit, comme j'ai déjà dit, et je vais en parler juste après, de suivre un combattant ou deux combattants, enfin vraiment de regarder les combats par combattant et pas par événement ou par chronologie, mais juste voilà, se dire tiens, j'aime bien McGregor, je vais me faire sa bibliothèque de combat par exemple. Ou alors de regarder les derniers événements de l'UFC importants, les pay-per-view, en se mettant dedans, en regardant des vidéos qui expliquent un peu où en sont les combattants, les analyses de Dan Hardy dont je parlais tout à l'heure, etc. Voilà. Si tu fais ça, je pense que rapidement tu vas savoir si c'est pour toi ou non aussi, parce que je pense que l'idée d'un néophyte c'est quelqu'un qui débute et qui n'est pas encore forcément à l'aise avec le produit, qui ne sait pas encore trop si ça va grandir en lui ou si ça va rester un truc qui regarde un peu à distance. Voilà. Alors justement, parlons de tout ça, je passe aux questions de David Lapointe, qui me dit d'abord merci pour ta vidéo, j'adore ce que tu fais, merci. Tu as une façon de développer, exprimer tes points de vue et tes analyses que l'on trouve pas beaucoup dans le paysage de la lutte francophone, surtout au Québec. Alors il disait ça surtout pour ce que j'ai fait les vidéos sur le catch. Et donc il dit, ceci dit, je me suis mis à m'intéresser à l'UFC par l'entremise, un Québécois, par l'entremise de tes vidéos, hein, et avec la méthode que tu proposes, soit de suivre un combattant, à savoir suivre un combattant spécifiquement. Donc il dit, j'ai suivi McGregor, qui était, voilà, et j'ai découvert Nurmagomedov que je suis maintenant, et par Nurmagomedov, j'ai découvert Dustin Poirier et Barbosa que j'aime bien, etc. Donc on voit que cette méthode marche, puisqu'il dit que ça marche. Moi je sais que j'ai un peu aussi mis mon pied dans l'UFC comme ça, parce qu'en fait j'avais suivi beaucoup de Pride. Avec la fin du Pride, j'ai arrêté de suivre le MMA et quand je suis revenu, j'ai suivi juste quelques combattants, puis assez vite ça s'est étendu pour moi. Voilà, donc je pense que c'est une bonne méthode et c'était intéressant de lire un commentaire de quelqu'un qui a fait ça et qui dit que ça a marché. Et puis il dit enfin, et ça je voulais commenter, de plus l'UFC bâtissent leur show exactement comme la WWE avec des vidéos récapitulatives, de l'enrobage autour des combattants, etc. Très facile de s'y retrouver pour un fan de la WWE. Et c'est vrai que je trouve que l'UFC a pris ce qu'il y avait de meilleur dans une petite mesure quand même, faut relativiser, mais dans une certaine mesure, ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur de la WWE dans la médiatisation de leur sport. Moi personnellement, j'aime pas trop ce côté à l'américaine, voilà, les mecs qui font des têtes de tueurs en faisant stare-down, machin, lors de la pesée, des trucs comme ça. Je trouve que ça donne un truc un peu qui se veut viril, alors que c'est bon, c'est pas une question de virilité, c'est un sport, voilà, faut se détendre. Mais bon, voilà, ça s'adresse à un public masculin, voilà. Mais moi je sais que quand je regarde ça avec ma copine, elle voit ça, elle se dit putain, j'aime pas l'univers, tu m'étonnes. Avec les bimbos qui se baladent avec une pancarte premier round, avec les seins. Enfin, ce truc-là, bon voilà. Mais, à la limite, encore une fois, pour un fan de WWE, je pense que tu peux t'y retrouver facilement. C'est coloré, c'est bien produit, quoi. C'est voilà, fun. Il y a du fun avant qu'il y ait du sport, en fait. Voilà. Rien que les conférences de presse où les mecs s'envoient des insultes et des trucs, c'est super rigolo à regarder. Si vous aimez ce côté promo, regardez des vidéos par exemple sur YouTube de Best of, Best Trash Talk, vous tapez ça, vous allez avoir des trucs absolument géniaux. Et pas qu'avec McGregor, il y en a plein d'autres qui sont super, Bisping, Sonnen, Dominic Cruz, c'est super, enfin bon, il y a des trucs extraordinaires en promo. Et moi d'ailleurs, si je devais penser les meilleurs promos catch MMA de ces 10 dernières années, il y a pas mal de promos de MMA que je mettrais devant des promos de catch, alors que le catch est construit autour de ça. Donc voilà, c'est pour dire si l'UFC s'y retrouve très bien. Et effectivement, les fans de WWE s'y retrouveront aussi. Je continue avec les questions de Dark Naito. Donc il me dit, j'ai connu Tito Ortiz en 2013 lorsqu'il a rejoint le clan Aces and Eights à la TNA, où il était prévu qu'il affronte Rampage Jackson lors de Bellator 106. Alors, TNA c'est une fédération de catch, Aces and Eights c'était un clan de cette fédération de catch qui n'a pas très bien marché, qui a été un échec au moins critique on va dire, puisque bon, économiquement je ne sais pas si ça fait des dégâts sur la TNA. Mais voilà, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans tout ce qu'il dit. La première, c'est que on voit comment les fans de catch ne connaissent pas les champions et les stars de MMA, puisqu'un mec comme Tito Ortiz, qui était, voilà, c'est une des plus grandes stars de l'histoire de MMA, quoi qu'on en dise, hein, c'est une immense star, une grande légende, légitime et tout.
Et ben il arrive dans le catch dans une fédération secondaire, dans un clan de merde. Tu te dis, il y a un souci quoi, il y a un gros souci. Brock Lesnar fait un peu exception en faisant le va-et-vient entre catch MMA, mais c'est vrai qu'on a de la peine à trouver un combattant de MMA qui viendrait dans le catch devenir direct une star, à part McGregor éventuellement. Mais voilà, on a vu avec Ken Velasquez qui était quand même un des plus grands champions poids lourds de tous les temps, un des meilleurs combattants poids lourds de tous les temps, un top 3 à mon sens de tous les temps. Eh ben, il vient faire du catch et les gens s'en foutent un petit peu. On l'a vu récemment à la WWE. Voilà. Donc ça, je voulais juste revenir là-dessus et puis continuer en disant Jake Hager, donc l'ex-Jack Swagger de la WWE, est actuellement sous contrat avec Bellator. Penses-tu qu'il a le potentiel pour faire une grande et belle carrière en MMA? Alors, plutôt que répondre moi-même, je vais mettre à l'honneur des fans qui ont répondu, notamment Otto Van Glutre, qui a répondu à Dark Naito sur cette question, et il va dire à peu près tout ce que je pense, donc je vais faire comme ça. Donc il a dit, les 2 premiers combats de Jake Hager sont contre ce qu'on appelle des gimme fights, c'est-à-dire des mismatchs, dont l'issue ne fait aucun doute. Quoi qu'on pensait la même chose pour CM Punk, et CM Punk a perdu. Bon, c'est quand même un cas particulier, on parlera de CM Punk après. Donc le but de ces matchs, c'est de faire engranger des victoires à quelqu'un que l'on veut builder, que l'on veut élever au sommet. C'est des matchs comme contre les jobbers, si tu veux, puisque c'est le terme qu'on utilise en catch pour ces mismatchs, où donc l'issue ne fait aucun doute, mais qui servent quand même à voir le combattant et tout ça. Pour le 3e combat donc, de Jake Hager, il est sorti d'un no contest suite à un low blow de sa part, quand même, donc du coup il n'a pas pu profiter de ce mismatch. Mais les promoteurs, que ce soit en catch ou en MMA, adorent les streaks, les winning streaks. Bellator, qui n'est pas la promotion la plus éthique, donc la plus axée sport, c'est encore pire que ce que je viens de dire pour l'UFC, fait ça aussi. J'ai peur qu'il ne soit pas prêt d'affronter une vraie compétition, donc c'est extrêmement dur de juger ses performances là-dessus. Il a l'air d'avoir un peu plus de skills que CM Punk pour l'instant. Voilà. Ça résume à peu près tout ce que je peux dire sur Jake Hager. Il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte par rapport à CM Punk. Déjà, il est poids lourd, et il y a beaucoup moins de combattants poids lourds, et donc le déficit technique qu'un gars qui débute va avoir est moins grand. CM Punk était chez les welterweight. Welterweight, c'est une des catégories de poids avec lightweight où il y a le plus de monde. Hein, il y a plus de combattants. Et en fait, CM Punk, pour être clair, il n'aurait pas réussi à battre personne, peut-être du top 100 des welterweight. Tu mets Jake Hager aujourd'hui contre un mec qui est même classé 60 ou 70, c'est très loin. Hein. Je pense que le niveau d'un 60 ou 70e dans la division poids lourd est beaucoup moins élevé d'un point de vue technique, d'un point de vue polissage des techniques de MMA, grappling, pied-point. Le niveau du 60e, 70e poids lourd est beaucoup moins élevé que le niveau du 60e, 70e welterweight, ça c'est certain. Voilà, donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et comme le dit Otto Van Glutre, c'est dur de juger en fait Jake Hager pour l'instant. Parce qu'il a affronté des gars qui étaient tellement à l'ouest, tellement nuls, que on voit qu'il a des capacités, mais on ne sait pas à quel point il arriverait à les affirmer contre un gars plus fort. Donc il faut attendre, et comme le dit Otto Van Glutre, là aussi il a tout dit. Hein. Je ne pense pas que Bellator sera prêt à le faire. Je pense qu'ils vont laisser s'écouler au moins une autre année avant de mettre Jake Hager contre un gars classé. Mais tu vois, ce qui est complètement débile, c'est que ce qu'ils vont faire certainement Bellator, si ça se passe comme ils veulent, Jake Hager va affronter que des brels, il va affronter un gars un peu classé mais qui tombe pile dans ses cordes, et direct après ils vont le mettre au titre. Ils vont surtout pas chercher à tester Jake Hager contre de la top compétition poids lourd, mais qui ne serait pas un match pour le titre, qui ne serait pas un truc qui va leur faire de l'argent avec. Donc voilà. Parce que mine de rien, et c'est encore un bon exemple de ce que j'ai dit juste avant sur Tito Ortiz, c'est que, et je l'ai dit dans une vidéo qui date un petit peu maintenant, c'est que autant un combattant de catch qui va au MMA peut vite devenir une star, autant un combattant de MMA qui va au catch, c'est plus compliqué. Hors exception, type McGregor. Mais vous pouvez mettre le champion, vous mettez Kamaru Usman à la WWE, les gens s'en branlent, clairement. Vous mettez un mec qui a été champion de WWE en MMA, les gens vont le suivre. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, je continue. Question suivante, je change de page, de Presidente Penultimo qui me dit: pour ton idée de ne donner au juge qu'un round de 3 minutes en plus, je suis moyennement fan car j'ai toujours pensé qu'un combat devait s'analyser dans sa globalité, raison pour laquelle je ne suis pas fan du système de notation round par round des règles unifiées. Alors je vais juste préciser 2-3 petits trucs là-dessus. Ce dont il parlait, les règles round par round des règles unifiées, c'est en fait le système que utilise l'UFC actuellement, et Bellator aussi d'ailleurs, c'est de faire un système de round où le vainqueur du round gagne 10 points, et celui qui n'a pas gagné un round a par défaut 9 points, ou éventuellement 8 points si il a été très dominé ou est passé pas loin de perdre. Voilà ce qui se passe. Bon, moi déjà, c'est vrai que je ne les trouve pas pertinentes parce que du coup, on a des situations où un mec va dominer 4 rounds, mais pas beaucoup, et va être archi dominé dans un round. C'est celui qui a gagné les 4 rounds de pas beaucoup qui va gagner le match.
c'est un peu débile. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec pour l'instant. Moi, ce que je proposais, en fait, je reviens sur ce que je proposais, c'était d'avoir, et à un moment donné, c'est un peu ce qu'il y avait à l'UFC, c'est d'avoir une prolongation. C'est-à-dire que vous avez un temps limite, et si au bout du temps limite, par exemple, les juges veulent voir 5 minutes de plus ou quoi, admettons, il y a une prolongation qui est décrétée, et à ce moment-là, les juges ne jugeront que sur cette période de la prolongation. Ce qui permet à un mec qui finit fort, mais qui a été dominé au début des 3 premiers rounds, par exemple, il a été dominé les 3 premiers rounds, mais il finit bien les 2 derniers rounds, de voir s'il ne gagnerait pas. Et il y a plein de cas de figure où j'aurais vraiment aimé voir ça. Donc bon, ça ne changerait pas forcément le fond du problème, qui est que le système de notation round par round est nécessaire pour rendre chaque round intéressant, nécessaire pour y voir clair, pour structurer les choses, mais parce que mine de rien, je trouve que ça rend l'action un peu plus intéressante aussi, parce que ça fait des sortes de petits... C'est un peu comme un match de tennis. Si on disait un match de tennis, le vainqueur c'est le premier qui marque 100 points, ça serait moins intéressant à suivre que le système avec les sets et tout ça. C'est un peu le même principe. On décompose le truc pour le rendre plus intéressant sur des petites périodes, et en essayant de le garder pertinent sur la globalité d'un combat de 25 minutes. Parce que si on faisait 25 minutes à la suite comme ça, il y a plein de gens, ça les ferait un peu chier, il faut dire les choses. Voilà, donc c'est pas mal, mais il faut l'adapter. Déjà le système de scoring, s'il pouvait mettre des 10-5, des 10-6 quand un mec il est vraiment en train de se faire ratatiner, je trouve que ça permettrait de se dire, même dans le dernier round, si le mec il a perdu les 3 premiers rounds, 4 premiers rounds de pas grand chose, il peut revenir totalement, sans forcément finir le match. Ça serait mieux, on n'en est pas là, mais je pense que le système actuel est quand même bien. Mon truc de prolongation, je trouve bien en fait pour justement contrecarrer les matchs qui sont extrêmement serrés. Je prends un exemple, Georges Saint-Pierre, Johnny Hendricks, ça finit, victoire de Georges Saint-Pierre, tout le monde trouve que c'est un scandale, enfin beaucoup de gens. S'ils avaient pu faire une prolongation, ils font une prolongation, ça met tout le monde d'accord. Voilà, c'est un petit peu le principe. Je continue avec une deuxième question de Presidente Penultimo. Nous sommes à cette époque également au Belzer, il parle de ma vidéo sur 2000, sur le MMA, l'année 2000 de MMA. Donc il me dit, on est à l'époque des Belzer du K1, et je me demandais quel était ton avis sur cette structure. En amateur de striking, je dois bien avouer avoir longtemps préféré cette discipline, et je trouvais que les tournois du K1 étaient bien mieux organisés et palpitants que ceux qui ont pu être organisés par le Pride ou l'UFC. Alors, je connais beaucoup moins le kickboxing que le MMA. J'ai regardé beaucoup de K1. À un moment donné, j'avais entrepris de regarder tous les combats du tournoi de tous les K1 de 80. C'est quoi? Ça a commencé en 92, 13, et je m'étais arrêté vers 2000-2001. Donc je connais quand même un petit peu. C'est vrai que ce sont les Belzer du K1 à ce moment-là. D'ailleurs, le K1 était probablement plus gros encore que Pride ou UFC ne l'était à l'époque, je pense, en termes de rayonnement, de capacité à remplir les arènes. Même si Pride en 2000, ça commençait à vraiment être très très gros aussi. Le K1 d'ailleurs qui s'est mis à faire un peu de MMA, mais ils n'ont jamais réussi à récupérer suffisamment de grosses stars pour faire un roster et faire quelque chose qui se tient. Il y a par exemple eu un BJ Penn Lyoto Machida dans un événement du K1, c'est quand même sur le papier quelque chose. Mais voilà, pour ce qui concerne les tournois, c'est vrai que le K1 c'est un peu plus clair. Les tournois du K1, puisqu'en fait il y a des tournois qualificatifs qui te permettent d'aller dans le tournoi principal qui a lieu à la fin de l'année, qui élit le vainqueur du Grand Prix de l'année en question. Donc c'est vrai que ça c'est génial. Si toutes les organisations de MMA avaient pu faire ça, ça aurait pu être très fun. Mais en fait le truc c'est que j'ai le sentiment que c'est normal pour un combattant de kickboxing de faire 5, 6, 7, 8 combats dans l'année. Pour le MMA, même si les gars au Pride le faisaient, parfois je crois que Crocop dans sa plus grosse année a fait 8 combats, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus de blessures contractées je pense en MMA, mine de rien. Bon après en kickboxing vous pouvez en avoir un paquet aussi. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qui joue, qui fait que c'est plus compliqué de faire des tournois. Après, je dirais qu'en fait les tournois c'est un bon truc pour attirer les fans qui connaissent pas trop. Parce qu'en fait ils savent que parmi les 8 mecs qui sont là, il y en a un qui va engranger des victoires et qui va avoir un statut. Donc on sait que c'est comme si on réduisait le champ des possibles, qu'on réduisait le roster de ce qui allait se passer et puis qu'on suivait juste un petit morceau. Et en fait c'est vachement bien pour découvrir. Mais quand on voit l'UFC, il y a des divisions de poids où il y a tellement de combattants intéressants, il y en a certains, il faut qu'ils engrangent des victoires avant d'aller au titre et d'autres, il ne faut pas les brûler dans des tournois, donc en fait c'est peut-être pas pertinent. Donc voilà, bref, un petit peu mon avis sur ça. Je continue avec les questions, il m'en reste quelques-unes. Prince Speed ici maintenant avec une question. Il revient sur la vidéo que j'ai faite sur les MMA en 95 et il me dit: j'ai repensé au combat entre Yuki Nakai et Gérard Gordo, le finaliste du premier UFC, au Valley Tudo Japan. La perte de Nakai dans ce tournoi est impressionnante. C'est le combattant le plus léger et il est blessé à l'œil dans le match contre Gordo, mais remporte quand même le match. Il bat ensuite un autre combattant, malgré son handicap à l'œil, et avant de s'incliner en finale contre Rickson Gracie. Si j'ai bonne mémoire, il aurait perdu son œil à la suite du tournoi. Alors effectivement, tout ce que tu dis est vrai. C'était le combattant le plus léger. Effectivement, il a perdu un œil dans le tournoi suite à un geste
on va dire maladroit de Gérard Gordeau, mais on se pose des questions. Et effectivement, il a affronté, il a perdu contre Rickson Gracie en finale. Bon, j'y ai pensé, hein, moi, tout ça. J'aurais mis Nakai Rickson Gracie si j'avais dû faire ça pour raconter cette anecdote. Après, je me suis dit, non, le but c'est de mettre vraiment les meilleurs combats. Et si le combat avait eu revêti un intérêt d'un point de vue sportif très fort, je l'aurais mis. Ou si le combat avait été fun, je l'aurais mis, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je n'allais pas mettre ça, mais effectivement, l'anecdote vaut le coup d'être racontée, j'aurais pu le faire. Je le fais maintenant. Voilà, c'est réparé. Je continue avec une question de Stark is Back. Le Pride me manque. 3 petits points. Wanderlei Silva était parfait dans le cadre des règles du Pride. Tu penses que son passage plutôt foiré à l'UFC est dû à la différence de règlement ou simplement qu'il y avait une meilleure concurrence? Je pourrais rajouter une troisième possibilité, c'est que Wanderlei Silva n'était peut-être plus le même aussi au moment d'arriver à l'UFC. Alors, le Pride me manque, il manque à beaucoup de monde, il me manque à moi même si j'adore l'UFC, presque autant que le Pride, mais moi aussi il me manque, notamment pour les règles effectivement. Parce qu'il y a un truc en fait que j'aimais dans les règles du Pride, enfin deux choses, et une en particulier, dans les règles en proprement parler, c'est qu'il y avait le droit au coup de genou au sol. Et moi personnellement je trouve que les coups de genou au sol ça change complètement le game, parce que quand un lutteur tente de les amener au sol de loin et que l'autre fait un sprawl, il peut enchaîner sur des coups de genou. Et du coup, ça oblige les gars qui font des amenés au sol à être beaucoup plus serrés dans leur jeu, beaucoup plus techniques, beaucoup mieux les amener avec du striking. Et je trouve que ça amène quelque chose, parce que typiquement, un mec qui est très fort en grappling, il peut foncer sur l'autre, le bloquer contre la cage, l'amener au sol de là. Si un gars a des capacités de sprawl, il peut tourner, se mettre en sprawl et mettre des coups de genou et mettre KO l'autre. Donc ça amène une tension supplémentaire et un avantage au striker. Donc moi ça j'aime bien. Voilà. Surtout que c'est un peu débile parce qu'ils ont droit au coup de genou debout, ils ont droit au coup de coude au sol. Donc à un moment donné, les coups de genou au sol, c'est pas facile de les passer et ça fera en général moins de dégâts qu'un coup de genou debout. On l'a vu, un Masvidal qui met un coup de genou debout, c'est monstrueux. Et finalement, voilà, si le mec veut pas prendre de coup de genou, il a juste à rouler, à se mettre sur le dos, à essayer de se changer de position. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est pas un truc où un soccer kick pour un mec qui est quasiment inconscient, ça va le défoncer, ça peut être très dangereux. Là, je comprends l'interdiction. Et les coups de genou, vraiment, voilà. Et donc, effectivement, Wanderlei Silva a souffert de ça parce qu'il avait une pièce de moins dans son arsenal. Néanmoins, il n'a pas affronté de grappleur vraiment, Wanderlei Silva. Il a eu que des super fights contre des strikers quasiment. Donc peut-être qu'il a été inquiété par le grappling, hein, je ne sais pas, ça a peut-être une répercussion comme ça qui est indirecte. Mais globalement, je crois que s'il n'a pas réussi à l'UFC, Wanderlei Silva, c'est qu'il est arrivé à l'UFC avec, non pas, il n'était pas à un âge avancé, je crois que quand il est arrivé à l'UFC, il avait 29 ou 30 ans, mais un âge de MMA, si vous voulez, qui est plus avancé. Pour moi, c'est souvent, on entend les fans de MMA dire « Ah ouais, ce mec-là, il a que cet âge-là, il a déjà fait tout ça. » Mais en fait, l'âge, c'est pas pertinent à MMA, ce qu'il faut regarder, c'est le temps de compétition. Parce que quand tu prends le sparring à l'entraînement plus les matchs, tu sais qu'un mec n'a pas une durée de vie non plus monstrueuse. En général, ils ont 10 ans, les combattants. 10-12 ans, un truc comme ça. Il y a des exceptions. Hein, Dan Henderson, Vitor Belfort, on peut trouver des exceptions. Mais globalement, au bout de 10 ans de combat, au plus haut niveau, sparring intense, il s'est fait péter la tête, etc. Le mec, il est plus tout à fait le même. Il n'a plus la flamme du combat, il n'a plus cette envie. Rory McDonald en a parlé récemment, il n'a plus cette flamme, lui, il l'avoue. Je me rappelle qu'avant le match contre Ricardo Arona, au Pride en 2005, dans le vidéo package que avait fait le Pride, Ricardo Arona avait dit « Je crois que Wanderlei Silva n'a plus la flamme du combat ». Il avait peut-être raison, parce que c'est vrai que même s'il avait battu Arona, c'était pour le match pour le titre à la fin de l'année 2005, donc 31 janvier 2005 normalement. Je crois que Wanderlei Silva, même s'il a gagné ce combat, n'avait pas tout à fait la même flamme, la même intensité, désir de gagner qu'avant. Et quand il est arrivé à l'UFC, surtout après la défaite contre Dan Henderson, je pense qu'un truc était parti en lui. Et c'est ce petit truc-là qui lui a manqué. Il n'avait pas la même envie de dévorer son adversaire et de le détruire, je trouve. Donc ça plus les règles, voilà. Et c'est pas une question de compétition parce que la division middleweight du Pride, c'était les light heavyweight du Pride, était très très forte. Je veux dire, voilà, Arona, Quinton Jackson, bon il y avait Shogun aussi mais il ne l'a pas affronté parce que c'était son partenaire d'entraînement, mais il y avait plein de super combattants, j'en oublie parce que voilà, Randleman, Yuki Kondo, j'en sais rien, enfin voilà, plein de styles différents. Donc non, il n'y avait pas de problème. Après Wanderlei Silva, il n'a pas toujours affronté la top de la compétition aussi, il faut le dire. Mais bon, il a quand même fait ses preuves contre des très très bons combattants, il aurait dû normalement être capable de continuer à l'UFC s'il n'y avait pas eu cette différence de règles et cette différence probablement d'âme du combattant.
Et puis donc je continue sur les questions de Stark is Back. Il me disait j'étais un grand fan des combattants de la shoot box, comme Vanderlei Silva, et la fin de la carrière de Vanderlei, Shogun et Anderson me fait mal au cœur. Sinon merci pour mon travail. Je vais juste revenir sur la fin de la carrière de ces combattants-là pour prolonger ce que je viens de dire sur la durée de vie d'un combattant et de vie de sparring, de combat intense et de guerre. Le style de combat des gars de la shoot box, c'était quand même d'aller dans des guerres. Donc voilà, donc Anderson Silva est celui qui a été le plus épargné parce qu'il était beaucoup plus technique que les autres. Et puis surtout, il a quitté la shoot box assez vite, Anderson Silva, pour aller à la Brazilian Top Team. Et de toute façon, personne ne voulait combattre debout contre lui. Donc, voilà. Et s'il le voulait, il se faisait défoncer rapidos. Donc de toute façon, voilà. Mais il a quand même été dans des guerres, il a quand même fait du sparring intense, et donc il a quand même souffert, mais à moindre coût que les deux autres, d'une fin de carrière où forcément tu payes tout ça et ton corps il te lâche, ton menton est moins solide parce que tu as pris plusieurs commotions dans ta carrière, que ce soit l'entraînement ou en combat. Ton visage il est plein de ce qu'on appelle des scar tissues, c'est-à-dire qu'il s'ouvre beaucoup plus facilement parce que c'est des cicatrices plus que de la peau normale, etc. Et du coup, par exemple, tu peux avoir le nez pété, tu peux plus respirer par ton nez, enfin bon, t'es diminué par ces années de combat, et puis même dans l'âme, j'en parlais, de la flamme de vouloir remettre le couvert encore et encore. Et du coup, souvent les fins de carrière sont un peu terribles parce que leur force c'est le pied-point, donc ils y vont en pied-point, et ils se prennent des KO parce que voilà, ils peuvent plus tenir. Shogun, des trois, je pense que c'est celui qui fait le plus mal au cœur parce que tu sens qu'il a encore les skills techniques, mais tu sens qu'il n'y a plus ce moteur et cette endurance à encaisser les coups. Et je pense pas que Shogun reviendra, alors qu'il n'est pas si vieux, Shogun. Très bon exemple d'un gars qui est devenu célèbre très tôt, à 23 ans, 22 ans, ou je sais plus, et il a brûlé tout son réservoir de combattants MMA en 7-8 ans, et à 31 ans, il est fini, quoi. Presque. Même s'il peut encore battre des gars, mais il n'est plus du tout compétitif pour aller en haut de l'affiche. Alors il y a quelques exceptions à ça, on ne sait pas comment des Dan Anderson ont fait, des Vitor Belfort, il y en a qui ont duré comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça reste des exceptions qui sont extrêmement à la marge. Voilà. Il me reste 2 questions. Donc la prochaine de Senecaism. Quels sont les combattants actuels que tu suis plus particulièrement? Alors je vais répondre vite à ça parce que je vais d'abord vous dire que je regarde presque tout ce qui se passe en haut de l'affiche à l'UFC. Tout m'intéresse. Maintenant, il y a quand même quelques combattants qui sont beaucoup plus bas dans les rankings qui m'intéressent. Donc je vais citer 2 combattants pour des raisons différentes. Le premier c'est Kron Gracie dans la division featherweight, puisque c'est un super champion de jiu-jitsu brésilien, c'est le fils de Rickson Gracie. Il s'entraîne en plus avec le clan, avec Nate Diaz et César Gracie, tout ça. Donc un clan que j'aime bien en plus. Et il m'intrigue beaucoup. Et donc même si pour l'instant il n'est pas très coté, je le suis avec beaucoup d'attention. Et le deuxième exemple de ça, c'est Edmen Shabazian dans la division middleweight, qui a un style que j'aime beaucoup, qui est très agressif, très dur. Pour l'instant, il a eu des combats assez secondaires, mais je suis tombé dessus un peu par hasard, j'ai beaucoup aimé. Du coup, si ces prochains combats sont encore secondaires, j'irai quand même les voir avec beaucoup d'attention. Bon, j'oublie sûrement d'autres combattants un peu de ce même profil, c'est-à-dire des profils intéressants pour différentes raisons. Par exemple, Cyril Ganet chez les poids lourds, parce que son style est super et il est français et que mine de rien, même si je trouve ça un peu bête d'être chauvin, mais bon, n'empêche que voilà, j'ai envie que les arts martiaux français brillent parce qu'on a toute une culture d'arts martiaux et que mine de rien, pour l'instant, on n'a rien eu de très significatif à l'UFC en dehors de Cheikh Congo. Donc voilà, j'ai envie que ça brille un peu. Puis Cyril Ganet est excitant à voir combattre par son style. Donc voilà, il y a quelques combattants comme ça. Mais globalement, sinon, je suis tout. Il faut être clair. Voilà, et puis alors, dernière question, au pluriel, parce qu'il y en a 2, de Otto Van Blutre. Donc il dit, mon match de l'année 99, c'est bien évidemment Tito Ortiz contre Frank Shamrock, autant pour le combat exceptionnel que pour la feud créée par Tito Ortiz, qui est une des premières dans la MMA. As-tu des exemples de feud antérieures à celle-ci? Alors feud, c'est une rivalité, c'est une animosité entre 2 combattants qui dépasse le cadre du sport. Et c'est vrai que la plupart des rivalités qu'il y avait avant étaient des rivalités sportives. La première, peut-être, à l'UFC, c'est Ken Shamrock contre Royce Gracie. Mais il n'y avait pas d'animosité entre eux, il n'y avait pas un truc autre. Bon, après, il y avait quand même eu du trash talking, il y avait quand même eu des trucs. Ils n'étaient pas hyper amicaux entre eux, donc on peut quand même la citer. Sinon, si on prend sur la MMA en global, j'en aurais peut-être une ou 2 à proposer. La première, la plus légendaire, c'est Masahiko Kimura contre Helio Gracie. Alors là, ça remonte dans des années que je ne saurais citer. Je ne sais pas si c'est pas les années 60 ou 70. Je dirais 60, comme ça. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est un peu, pour beaucoup, le démarrage du MMA.
Alors, je suis pas retourné voir les noms, mais en fait, le judo, qui a été créé au Japon, a été exporté par des élèves du maître du judo, j'ai oublié son nom, dans différents pays. Et celui qui a exporté ça au Japon a exporté beaucoup le newaza. Le newaza, c'est la lutte au sol du judo, toutes les soumissions, qui a été repris par la famille Gracie, parce qu'il y avait toute une culture de combat un peu clandestin, sans règles au Brésil. Et la famille Gracie, par l'entremise, je reprends les termes de David Lapointe, de Helio Gracie, a brillé dans ces combats-là, parce qu'ils avaient une technique qui est devenue leur technique propre, qui a été baptisée le Gracie Jiu-Jitsu, puis Jiu-Jitsu brésilien. Parce que tout le Jiu-Jitsu brésilien est originaire de la famille Gracie, quand même, d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait, ce combat-là, c'est entre le meilleur élève du judo à la japonaise, donc Masahiko Kimura, qui a donné son nom à la clé Kimura d'ailleurs, et Helio Gracie, le meilleur combattant brésilien sans règles. Et donc il y aurait eu des combats entre eux. Après, je dis qu'il y aurait eu des combats parce qu'en fait on n'a pas d'image, on n'a que des on dit plutôt. Donc il y a des infos, je vous conseille d'aller regarder un petit peu, de vous documenter sur ce qui s'est passé entre les deux et tout ça. Et ça c'est une rivalité parce qu'il y avait un prestige, il y avait un peu une haine des Japonais qui voulaient reconnaissance et tout ça. Il y avait un truc. Voilà. L'autre que je peux citer, on garde la famille Gracie, c'était dans les années 80, si je me souviens bien. Enfin, j'ai lu tout ça, j'ai pas vu tout ça, j'ai lu. Il y a eu un combat, je crois, entre Rickson Gracie, il me semble, et je crois que c'était le père de Zuluzinho. Alors Zuluzinho, c'est un énorme athlète qui a combattu au Pride, donc je crois qu'il avait le nom Zulu dans son nom, il faudrait retourner voir. Il faut regarder dans les résultats et dans le Wikipédia de Rickson Gracie, vous allez le retrouver, où il y avait une rivalité entre deux familles en fait brésiliennes de combattants. Et il y a eu un gros combat, il me semble, dans un stade, peut-être bien le Maracanã. Voilà, il y avait une rivalité. Voilà. Là, il y a une rivalité. Mais enfin, ça n'enlève rien à ce que tu dis. À l'UFC, clairement, la première rivalité un peu plus pimentée, c'est Tito Ortiz, Frank Shamrock. La première rivalité tout court, ça serait Ken Shamrock contre Royce Gracie. Et en fait, ouais, c'est quelque chose qui va marquer Tito Ortiz, Frank Shamrock, puisqu'après ça, on va avoir régulièrement des choses comme ça. Le deuxième exemple qui fait date aussi, c'est Tito Ortiz, Ken Shamrock, dont je parlerai très bientôt. Voilà, et puis enfin, je finis avec la dernière question d'Otto van Gutre. A noter que 99, c'est aussi l'année du début de Chuck Liddell, qui fait 3 combats anecdotiques à l'UFC. Il nous dit: c'est dingue la différence de traitement entre lui et Tito Ortiz par la promotion quand on connaît la suite des événements. Ceci dit, Tito Ortiz paraît clairement meilleur cette année-là. Liddell ne fait rien de très excitant pour l'instant. C'est vrai que Chuck Liddell et Tito Ortiz, c'est un peu les deux, avec Randy Couture, les 3 énormes stars de l'UFC pour la première moitié des années 2000. C'est quand même 3 noms absolument légendaires pour eux. Tito Ortiz a été très vite mis dans le main event, mais c'est pas de son fait, c'est qu'il y a eu une blessure dans un tournoi où il était combattant de réserve, il s'est retrouvé propulsé dans le tournoi, il a fait très bonne figure, du coup voilà. Et puis il s'entraînait avec Tankabot qui était un peu médiatique aussi. Chuck Liddell, il venait un peu de nulle part, donc voilà, il a fallu qu'il monte normalement. Alors Tito Ortiz a eu des passes droits, mais qui ne sont pas de son fait, encore une fois. Maintenant, Chuck Liddell, en fait, il a gravi les échelons petit à petit, mais il y a eu un boom, dont je vais parler très bientôt dans ma prochaine vidéo sur 2001, d'un coup, qui est quelque part normal. Et je ne trouve pas que c'est le traitement de Chuck Liddell qui est anormal, en fait. Donc voilà, je voulais juste le signaler, et finir sur un point qui n'est pas forcément le plus fort de cette vidéo, mais qui méritait d'être commenté. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser à nouveau des questions. Dans les prochaines vidéos, j'y répondrai. Le but des FAQ permanentes, c'est de développer mes réponses. Et donc j'espère que je l'ai fait de façon intéressante et pertinente pour vous. Et j'espère que j'aurai d'autres questions comme ça pour les prochaines fois. J'attendrai que j'en cumule un petit peu. Mais comme je prévois de faire mes prochaines vidéos très bientôt, eh bien je pense que j'en aurai aussi très bientôt. Donc à bientôt pour 2001 dans les meilleurs combats de MMA de cette année-là.